Silice, ici purement fonctionnel, par l'ingéniosité de ses agencements, par ses extrêmes raffinements techniques, par ses formidables dimensions, Mirabel en effet annonce l'an 2000. Quelle histoire! C'était le 4 octobre 1975, Pierre Elliott Trudeau qui annonçait la naissance d'un géant, d'un monstre, du plus grand aéroport au Canada, qui allait desservir bien sûr le Canada, le monde. Air Canada était bien sûr derrière, allait faire atterrir ses avions, etc. On connaît la suite, on en parlait au début. Toronto s'est accaparé le gros du marché. On a décidé de tout concentrer au milieu des années 90 à Dorval. Ironiquement, aéroport que l'on nomme l'aéroport Pierre Elliott Trudeau. Je vous lis un petit message que j'ai reçu tout à l'heure, ça vaut la peine. En 1969, j'avais 8 ans, exproprié. J'ai tellement pleuré. Aujourd'hui, cette tristesse me revient. Il y a un immense dégoût. Il faut se replacer dans le contexte, le nombre d'agriculteurs, de maisons qu'on a déplacées, qu'on a brûlées. Je vous présente un reportage. Jean-Sébastien Cloutier nous présente l'histoire rapidement. Et ensuite, on a le grand patron d'ADM avec nous et un spécialiste, Jacques Roy, qui va nous expliquer l'autopsie d'un gâchis. Un jour, quand tu viendras nous... C'était la belle époque, celle de l'Expo. À la fin des années 60, Montréal a le vent dans les voiles. On estime que l'aéroport de Dorval sera bientôt trop petit. Il faut un autre aéroport. En 69, à la surprise générale, Ottawa annonce que le site choisi est Saint-Scholastique, devenu Mirabel, 60 km au nord de la ville. Un plan d'expropriation 10 fois plus gros que tous les plus grands aéroports du monde est annoncé. Pour la population locale, c'est le choc. 3 126 familles, 12 000 personnes sont expropriées. Parmi elles, Rita Lafont, qui s'est longtemps battue pour leurs droits. On vous souhaite de ne jamais vous faire déposséder de façon aussi cruelle qu'à Saint-Scholastique. On avait les tables un petit peu plus loin. On avait l'érablière qui est là-bas. Avec nous, elle a accepté de revenir voir son ancien chez-soi, de nous raconter l'impuissance et la douleur de l'époque. C'est sûr qu'aujourd'hui, là, de me rappeler tout ça, c'est comme ouvrir un cercueil puis voir des cadavres. Là. Son mari, un agriculteur, est mort il y a 2 ans. Elle se rappelle sa colère le jour où ils ont brûlé leur maison. Là, on l'a pris par le bras et on a dit « Toi, t'es plus chez vous, dans le chemin ». Et il est revenu là, chez moi, là, puis il a pris des années avant d'accepter qu'on lui avait tout enlevé. C'était son rêve depuis qu'il était petit. Pas tellement loin de là, en 1970, la construction de l'aéroport commence. 5 ans et 500 millions de dollars plus tard, Mirabel est inauguré en grande pompe. Ce que nous voyons sera d'ici 50 ans multiplié par 6. L'aéroport occupe seulement 5 du territoire exproprié, mais on voit grand. C'est le projet du siècle pour Pierre Elliott Trudeau. On imagine un jour Mirabel avec 6 pistes et 40 millions de passagers par année. Mais l'aéroport ne dépassera jamais les 3 millions de passagers. D'abord, la crise du pétrole fait mal et le prix des billets d'avion monte en flèche. La croissance économique se déplace aussi vers Toronto. De 1975 à 1990, le nombre de passagers à Montréal croît de 31 %, à Toronto de 92 %. Les circonstances ont fait par la suite que c'est devenu une erreur. Mais ce qui fait peut-être le plus mal, c'est que Mirabel est loin de Montréal et les correspondances avec Dorval sont compliquées. La promesse de prolonger l'autoroute 13 jusqu'à l'aéroport ne sera jamais réalisée. Il n'y aura jamais non plus de lien ferroviaire. Alors les compagnies aériennes délaissent Mirabel et en 1997, c'est le début de la fin. Les aéroports de Montréal, devenus gestionnaires, décident de transférer les vols internationaux vers Dorval. Le dernier vol de passagers quittera Mirabel le 31 octobre 2004. Depuis 10 ans, l'aéroport est seulement utilisé pour le transport de marchandises et pour les besoins de compagnies comme Bombardier. Au moins, le combat de Rita Lafont aura servi. En 1984, 81 des 97 000 acres où on avait exproprié ont été revendus aux agriculteurs. Elle et son mari n'ont pas racheté leurs terres. Leur rêve était mort. Et aujourd'hui, pour elle, un autre rêve vient de mourir. De faire de cette aérogare-là quelque chose de vivant, qu'on peut se dire, là, de la mort, on fait surgir la vie. Mais non, on continue encore à détruire. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Mirabel.
James Cherry, vous êtes président directeur général d'Aéroports de Montréal. D'abord, cette décision de démolir une grande partie de l'aérogare, est-ce qu'elle est irrévocable? Mais rien n'est irrévocable. En fait, la décision que nous avons prise, c'est très simple. J'ai demandé, j'ai reçu l'autorité de notre conseil d'administration de procéder à un appel d'offres. En fait, nous ne sommes pas experts dans le domaine de la démolition et nous avons demandé la permission d'aller public et d'avoir l'information. Suite à ça, on va décider de procéder ou non. Ça nous donne, je pense qu'il y a des gens comme la maire de Mirabel qui prétendent qu'il y a un projet intéressant. Nous n'avons pas vu les détails encore. Mais il y a toujours une fenêtre courte pendant cette période qu'on peut avoir une opportunité d'évaluer des projets. Parce que Bernard Landry, d'ailleurs, qui a pris la tête d'un groupe rapidement, là, depuis quelques jours, on vous dit on pourrait peut-être faire un salon aéronautique comme Le Bourget ici. Est-ce que ces solutions-là ont été envisagées? Est-ce que vous avez passé, vous, toutes les alternatives possibles avant d'arriver à la décision de démolir? Effectivement, nous avons parlé de plusieurs solutions. En fait, parmi eux aussi, c'était un salon type Bourget au Farnborough. Mais il faut dire qu'un salon comme ça se passe sur un tarmac, sur les pistes, et pas dans un bâtiment. En fait, si le projet est un véritable projet, on peut réaliser ça sur le site de Mirabel, mais pas dans ce bâtiment. Je suis persuadé que le bâtiment, ce n'est pas le type de bâtiment qui peut être utilisé pour ce genre de fin. Mais nous avons amplement de terrain et s'il y aura un projet bien défini, bien financé, appuyé par l'industrie locale, parce que je peux m'imaginer un salon aéronautique qui n'est pas supporté par Bombardier, Pratt & Whitney et d'autres. Mais s'il y a nous sommes prêts de jouer avec eux. En terminant, M. Cherry, qui est responsable de ce fiasco? Quel fiasco? Bien, l'avenir de Mirabel, on a bâti, on a exproprié des gens, il n'y a plus un voyageur. Vous êtes pris avec une bâtisse fantôme depuis 1995. Oui. Qui, selon vous, est responsable de ce fiasco? Mais en toute honnêteté, j'étais 14 ans à l'époque, mais je pense quand la décision a été prise de construire un aéroport là, je pense que c'était une erreur. Donc, à l'origine, vous dites que c'était une erreur. On n'avait pas les moyens. Si on avait mis un lien rapide, si on avait mis un train, si on s'était arrangé pour relier Mirabel à Montréal, on n'aurait pas pu faire vivre l'aéroport? Oui, effectivement, mais c'est toutes les prémices pour les raisons de construire de Mirabel, c'est effectivement la croissance de trafic en termes de l'évolution du trafic, en termes de le type d'appareil aussi. Toutes les hypothèses qu'ils ont utilisées pour construire Mirabel ne sont jamais réalisées. C'est-à-dire que toute la fondation du projet était faute. M. Cherry, je rappelle, vous êtes président d'ADM, donc responsable, et vous avez demandé aujourd'hui qu'on lance le processus d'offre pour démolir une grande partie de l'aérogare. Merci d'avoir été avec nous. Avec nous également, Jacques Roy, professeur titulaire spécialiste en gestion de transport au HEC à Montréal. Vous êtes un des grands spécialistes de tout ça, M. Roy. Vous allez nous expliquer pour qu'on comprenne dans un langage très clair, comme disent les Anglais, « what went wrong ». Qu'est-ce qui est arrivé dans ce dossier-là à ce point? Oui. On va essayer de faire ça rapidement parce que c'est très complexe. Évidemment, quand on a construit Mirabel, on voyait grand, on l'a vu dans votre reportage, les prévisions étaient très optimistes. Et en fait, on a probablement vu trop grand, mais une fois qu'on a construit Mirabel, puis qu'il est là, on s'est empressé de terminer l'aérogare parce qu'il y avait les Jeux olympiques en 1976. Donc, on s'est dit, on va transférer les vols internationaux, puis on finira le reste plus tard. C'est-à-dire qu'on transférera les vols intérieurs transfrontaliers en 82. Bon, on constate aujourd'hui, évidemment, que ça n'a pas eu lieu. On n'a pas complété le projet. Pourquoi on n'a pas transféré à l'époque les vols intérieurs? Parce que c'était trop loin du centre-ville? Non, c'est que, en fait, la distance, on va établir ça tout de suite, c'est un plus que l'aéroport soit loin. Parce qu'un aéroport, c'est une nuisance. Parlez-en aux riverains qui habitent près. Les gens, encore aujourd'hui, se plaignent du bruit. Les nouveaux aéroports, on les construit le plus loin possible du centre-ville, mais on le connecte, ces aéroports, avec tous les moyens possibles, les autoroutes, les trains, les métros. Et à ce moment-là, le temps d'accès est raisonnable, même si l'aéroport est loin. Alors, Mirabel avait cette qualité d'être loin, mais le défaut d'être difficilement accessible parce qu'on n'a pas complété les infrastructures. Alors, si on avait
transférer le restant des vols pour qu'on puisse avoir des correspondances raisonnables. À ce moment-là, et le connecter, on aurait un aéroport aujourd'hui qui serait totalement au goût du jour, fonctionnel. Alors que là, on a pris une décision, et c'est l'Aéroport de Montréal qui a décidé de ramener les vols à Dorval à l'époque, et donc de vider Mirabel de ses passagers. D'où vous êtes très sévère avec l'administration d'Aéroport de Montréal. Le président, on vient de l'entendre. Ouais. Vous dites qu'ils sont responsables du manque de vision, en grande partie. Vous blâmez moins Air Canada, moins les gouvernements? Bien, en fait, tout le monde a un rôle à jouer. Air Canada, à l'époque, était très heureux qu'on rapatrie les vols à Dorval parce qu'ils avaient leur fameuse base d'entretien qui est devenue AVEOS et qui a fermé aujourd'hui, malheureusement. Mais à l'époque, c'est très important pour Air Canada de fonctionner à Dorval, tout près de cette base d'entretien. Par contre, moi, j'avais étudié en 93 cette question et j'avais rencontré tous les transporteurs européens qui étaient à Mirabel à l'époque et tous, sans exception, m'ont dit on peut vivre avec les deux aéroports parce que le mal est fait. Les passagers en correspondance, on les a perdus. Mais de grâce, si vous en choisissez un, choisissez Mirabel, parce que sinon, à Dorval, vous allez vous retrouver avec un aéroport enclavé. Justement, il y a eu ce déchirement-là pendant quelques années. Et qu'est-ce qui a fait pencher la balance vers Dorval? Parce qu'on s'est dit, il faut en choisir un seul, Mirabel ou Dorval. Puis on a dit non, Dorval est plus proche. Oui, effectivement. Dans les deux cas, ça coûtait très cher, des centaines de millions pour rapatrier à un ou à l'autre, et avec très peu de gains, parce que le mal était fait. Les passagers en correspondance étaient déjà à Toronto. Toronto était en train de devenir la plaque tournante. Alors, ce qui a fait la différence, essentiellement, c'est la morosité du début des années 90 et l'annonce, entre autres, le 25 août 75, du départ de Lufthansa de Montréal, qui avait décidé de quitter pour Toronto. Et là, on s'est dit, bien, il faut... 95. En 95, oui. Donc, il faut effectivement rétablir cette liaison sur l'Allemagne. Et Air Canada s'est porté volontaire dans la mesure où on les ramenait à Dorval. OK. Là, il est trop tard pour remettre la pâte dentifrice dans le dentifrice. Il est trop tard, si on veut même le démolir. Vous dénoncez le fait qu'on n'ait pas clairement choisi Mirabel avec un train rapide et des voies rapides. Oui, il n'y avait pas urgence à l'époque parce que, encore une fois, on avait perdu ces passagers en correspondance. Mais au fur et à mesure qu'on avait besoin d'ajouter de la capacité, qu'on développait des trains de banlieue, par exemple, pour qu'on aurait pu connecter Mirabel et en faire un aéroport qui a vraiment un avenir avec une capacité quasi illimitée. Mais Jean Croix, la question qui se pose, c'est dans 15, 20 ans, est-ce qu'on va redéfricher Mirabel ou ailleurs? On va se dire ça nous prend un plus grand aéroport dans la grande région de Montréal où on vit pour l'éternité à Dorval et forcément, on est un peu dans une serre. Là. On ne peut pas grandir. Je ne ferai pas la même erreur que le passé puis essayer de faire des prévisions sur 20 ans. Mais à mon avis, on va fonctionner à l'intérieur des contraintes de Montréal-Trudeau pour longtemps. L'Aéroport de Montréal investit tout près de 2 milliards de dollars qu'ils doivent rembourser à long terme. Donc, on n'aurait même pas les moyens si on voulait construire un nouvel aéroport demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, on s'est vraiment enfermé dans cet aéroport qui est enclavé et qui crée toutes sortes de problèmes à ses riverains et d'accès, etc. Et donc, on n'y aura plus, en quelques secondes, jamais de passagers à Mirabel. On va devoir enlever d'ailleurs les affiches. Ça m'étonnerait. En fait, on va continuer de faire des correspondances à Toronto parce que c'est là que Air Canada a établi sa plaque tournante. Et le développement futur risque de se faire davantage à Toronto qu'à Montréal. Vous auriez de quoi faire un cours que là-dessus à l'université de mauvaise gestion publique de A à Z avec tous les intervenants. C'est, dans le monde, un exemple de fiasco assez extraordinaire. Effectivement. On est cité, d'ailleurs, en exemple dans le monde. Et quand j'en parle à mes étudiants, ils sont assez découragés. Jacques Roy, je vous remercie beaucoup d'être venu nous éclairer sur cette question. Je pense que vous écrivez un livre là-dessus. Ça s'en vient. On devrait en faire un documentaire. Je ferai ça, ça m'intéresse. Merci beaucoup, M. Roy. Au revoir. Au plaisir.